Moi c'est Jean-François Garot, je suis développeur chez Scully, je suis aussi organisateur d'un autre GDG en France qui s'appelle le GDG Nantes. Donc moi aussi je fais un Delfest à Nantes. Et avant j'étais beaucoup autour d'Android, etc. Et ces derniers temps je passe de plus en plus du côté JavaScript. Et puis j'aime bien les présentations, HTML5, etc. J'ai codé une télécommande pour piloter une présentation HTML5. Si le téléphone reboot, c'est un petit peu plus difficile de pouvoir piloter la présentation, surtout que je partageais ma connexion avec mon téléphone. Donc là, ça a tout pété. Donc au moins, ça c'est fait. Je pense que là, côté démemmerdé, on aura eu mieux. Théoriquement, le reste devrait bien se passer. Rassurez-vous. Je vais juste repartager ma connexion. Donc voilà, je perds un tout petit peu de temps. Désolé. Mais je fais trop plus vite. Alors, partage ma connexion. Excusez-moi. On dit. Alors, on vérifie. Allez. Connecté, oui, c'est bien, ça me va. Alors, tac, ici. Désolé, hein. La petite blague du début. Hein. Donc, voilà, pourquoi je reviens juste sur ce slide, c'est pour montrer mon Twitter et mon blog post. Et puis j'ai un blog aussi sur au pire, hein, en dernier slide, j'ai l'URL du slide. Donc, bref, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous parler un petit peu d'histoire, mais pas au sens Seconde Guerre mondiale, etc. Juste un petit peu de ce que notre sujet. On va rentrer dans ce que c'est le WebRTC. Je vais détailler un petit peu les différentes composantes du WebRTC. Parler un petit peu sécurisation. Vous, en tant que dev, et nous, qu'est-ce qu'on a comme outil d'exécution. Et donc voilà, on va essayer de faire tenir tout ça du coup en 40 minutes. Comme on dit, challenge accepté. Alors, concernant l'histoire, aussi, c'est l'histoire et contexte. À votre avis, c'est quoi le point commun entre ces trois choses-là? C'est portable, en effet. Et surtout, ils ont tous fait des navigateurs. Bon, maintenant, on a des navigateurs partout, à la fois sur Kindle, sur les DAS, les Chromebooks, et tout. Et puis, on peut avoir après des navigateurs embarqués, PhotoJS. Donc si on revient un petit peu dans le passé, avant, quand on voulait faire de la vidéo, on utilisait des trucs comme ça. C'était pas hyper accessible, c'était pas chez Madame Michu, et c'était un peu compliqué. Et surtout, quand on a vraiment fait de la vidéo, c'était grâce à Flash. Et il faut avouer qu'entre-temps, depuis Flash, il y a quand même eu HTML5, il y a eu un certain nombre de normes qui sont arrivées, donc potentiellement un terme WebRTC.
qui vise entre autres à remplacer justement Flash sur cette partie. Enfin, en gros, WebRTC, c'est la partie qui vous permet de vous passer de Flash pour faire de la vie. Dans le spectre des trucs en fait autour des specs HTML5, le WebRTC c'est par là, ça rentre pas là. Et donc là on voit pas la timeline, mais en fait ça va vers 2013. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Les premières releases sont sorties en 2013. Et donc ça arrive vraiment maintenant un peu plus massivement. On va voir tout à l'heure encore du chemin à faire, il y a aussi des choses qui vont arriver. Et globalement, on est sur quelque chose de très neuf par rapport à d'autres choses dans toutes les normes autour de HTML. Juste une petite question, qui aujourd'hui fait déjà de la visio sur son téléphone, qui l'utilise? Personne? C'est un petit peu? Ouais. Vous faites du peer-to-peer aussi un peu? Légal, hein, bien sûr. Ouais. Justement, en parlant de peer-to-peer, on se disait, tout ça vient des slides de Sam Dutton, qui est un des gars de chez Google, qui bosse sur l'implémentation de Script. Chrome, merci Chrome. Ça va bien? Ça va être bien. Donc, en parlant de WebRTC, donc, je disais, est-ce que c'est normal que le peer-to-peer, en fait, ça passe par un serveur? Pas tout à fait, c'est un peu bizarre quand même. À la base, le peer-to-peer, c'est censé être de la connexion entre ordinateurs. On a plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va essayer de faire un petit peu des courses, puis on va voir qu'est-ce qu'on pourra avoir comme solution. Je pense que vous vous doutez de la réponse. Donc si on avait la possibilité de gérer quelque chose direct entre nos deux ordinateurs. Si on avait la possibilité de ne pas avoir à se soucier de comment s'encoder quand même, parce que est-ce que Chrome c'est sur du VP8, l'autre c'est sur un autre encodage, etc. Ma caméra c'est telle caméra, etc. Entre les développeurs, je vais faire une vidéo, j'envoie des choses de données, je m'en moque un petit peu. Je veux déjà pas installer le plugin parce que j'aime pas les trucs propriétaires qui nous forcent à installer, qui sous Windows ne poussent la base de juste utiliser mon NPT. Et puis bah voilà, je vais pouvoir l'utiliser aussi sur d'autres choses qu'un ordi. Justement, mon téléphone, je vais pouvoir l'utiliser sur les Google Glass. On peut pas l'utiliser sur Android Wear. Je pense que ça n'a pas trop de sens. Mais bon, globalement, on pourrait l'avoir sur d'autres supports. Et donc on va réfléchir à des exemples aujourd'hui. Celui-là, je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent, faire un chat avec son chat. Mais bon, je sais que les gens qui font du web, ils aiment bien les chats, j'ai mis une photo de chat. Mais j'arrive sur des trucs plus concrets. Ça c'est tiré pour ceux qui suivent l'actualité du numérique, ça c'est tiré de HoloLens, ça c'est le nouveau truc de Microsoft, là, le nouveau casque virtuel. Cependant, j'ai décidé de le mettre quand même parce que le cas d'utilisation qu'il montre là, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire. Se dire, avec mon téléphone, je vais avoir quelqu'un en SAV, alors là pour le coup c'est papa qu'on a en SAV, mais et que lui il nous dise, tiens regarde, c'est là qu'il faut que tu dessines, c'est ici qu'il faut que tu branches. Ça c'est déjà quelque chose qui est faisable. Alors, certes pas avec le casque, mais avec notre téléphone c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On a peut-être aussi envie de piloter des drones avec le téléphone, etc. Ou alors de jouer avec des personnes à l'autre bout du monde, mais en pouvant les voir. On trouve ça plus sympa quand même d'interagir avec quelqu'un, tu vois ses réactions. Ou, ça c'est un autre projet qui est sorti il y a peu de temps, je trouve hyper intéressant. C'est globalement, ça c'est un projet qui est pour les aveugles. Et vous allez prêter vos yeux à un aveugle à travers votre smartphone. Donc lui, il va pointer avec son téléphone les choses qu'il veut décrypter. Et vous allez être ses yeux et vous allez lui expliquer ce qu'il est en train de filmer. Et donc, comme je vous disais, et si WebRTC était la solution? Je pense que c'est l'outil que je vais dire. Alors depuis tout à l'heure, je dis WebRTC, et puis pour l'instant, est-ce que, juste pour savoir, il y en a qui se sont déjà renseignés avant de venir sur ce que c'était WebRTC?
Alors, pour les autres, WebRTC, donc RTC c'est pour Real Time Communication, et concrètement c'est plusieurs choses. Obtenir de l'audio et de la vidéo, établir des connexions entre PC, entre devices, on va dire, plutôt que PC, pour deux autres, communiquer cet audio et vidéo qu'on a récupéré, enfin des flux plutôt, j'aurais dû mettre flux plutôt qu'audio et vidéo, et communiquer potentiellement d'autres types de données. Et donc pour ça, le WebRTC nous fournit trois API, donc GetUserMedia, RTC Peer Connection, RTC Data Chain. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de à quoi sert chacune de ces? Par exemple, GetUserMedia, est-ce que vous savez à quoi ça peut servir? C'est pour récupérer, c'est ça, c'est pour récupérer la vidéo et le son. RTC Peer Connection, du coup. C'est quoi? Les connexions. Et RTC Data Channel, l'autre type de données. Donc je vais rentrer dans le détail dans chacun, de chacune de ces parties. Alors, côté architecture, ce qu'ils ont fourni. Alors, en gros, nous, nos API, elles sont ici. Voilà, elles sont de ce côté-là. Et puis, ça, c'est les API qui nous sont fournis par W3C, que les navigateurs. Après, eux, ils ont les navigateurs, tout ça. Après, c'est côté boîte noire. Concrètement, moi, je vais parler de ce qu'il y a ici. Et là, moi, je ne maîtrise pas du tout. Parce que là, c'est vraiment, ça, c'est les fabricants de... C'est Google, c'est Apple, c'est ceux qui font les navigateurs, ces modules-là. Là, c'est des trucs très très bons. Donc, j'ai dit trois composantes, on va commencer par le GetUserMedia. GetUserMedia, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça récupère l'audio et la vidéo, et en fait, concrètement, ça récupère un ensemble de streams qu'on va pouvoir analyser, transformer. Quand on dit des streams, en fait, donc ça va être un stream audio, un stream vidéo, par exemple, et qui vont être synchronisés. Donc l'idée, c'est justement de synchroniser la voix avec la vidéo et d'être capable de passer ça sous le terme stream, justement, et d'en faire quelque chose. Alors, soit on décide de le garder en local, soit on va vouloir le partager. Pour l'instant, je vais m'attarder que sur le côté local et sur cette API-là. Donc ça représente plusieurs flux vidéo audio et on y accède par GetUserMedia. Voilà. À cela près que c'est pas encore tout à fait interopérable. Aujourd'hui, il faut faire WebKit GetUserMedia pour Chrome et puis GetUserMedia sous Firefox. Mais globalement, utiliser Modernizer, j'utiliserai GetUserMedia. Vous connaissez Modernizer, parce que j'ai utilisé le terme, mais ouais. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Modernizer, c'est une librairie qui vous permet justement de ne pas avoir à gérer pour vous la gestion des préfixes. Parce que là, par exemple, GetUserMedia s'accède en fonction du navigateur avec le préfixe du navigateur. Et vous allez demander à Modernizer, donne-moi la fonction W3C GetUserMedia, et lui il va vous redonner un objet qui va soit correspondre à GetUserMedia si c'est déjà implémenté natif, à WebKit UserMedia. C'est ça Modernizer. Mais ça fait pas que UserMedia, c'est vraiment tout ce qui est autour. C'est apparu avec l'avènement du HTML5, la compatibilité, tout ça. Et le GetUserMedia peut être conditionné par plusieurs paramètres, donc sur lesquels je reviendrai. Alors là vous me dites, je crois que ce que je vois, surtout quand vous êtes, je pense, principalement des développeurs, vous avez envie de voir un petit peu comment on implémente. Donc on va regarder. Alors, hop, on fait un slide. Voilà. Là c'est assez simple le cas. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Donc, ici j'ai mes contraintes qui sont basiques, je les détaillerai après. Donc là j'ai demandé juste la vidéo. Ici c'est mon callback de succès. Forcément, il faut déjà la script et du callback. Et vous voyez ici, navigateur, GetUserMedia, de mes contraintes, succès, erreur. Et là, je récupère un flux vidéo. Là, pour le coup, je vais récupérer qu'un flux vidéo. Pour le balancer, après, je récupère directement ma vidéo. Je la transforme dans quelque chose que la vidéo va être capable d'interpréter. Window URL, create object URL. C'est quelque chose de spécifique. Et ça va être joué automatiquement sur ma balise vidéo. Côté contrainte, on peut avoir des choses du genre le ratio, la résolution, si on veut de l'audio,
Et il y a encore d'autres choses que je détaillerai un petit peu. Petite démo. Là, ici, j'ai une balise vidéo qui est cachée. Voilà, vous voyez, c'est exactement le code qu'il y avait juste avant. C'est exactement ce code-là. Côté sécurité, comment ça se passe? Parce que c'est quand même un petit peu dangereux d'être capable de récupérer la vidéo, l'audio, etc. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Au niveau HTTPS, si vous êtes derrière un site HTTPS et qu'on va vous demander d'accéder à l'audio ou les vidéos, ce sera fait qu'une seule fois. Donc si vous acceptez, ce sera toujours valable pour ces sites-là. Ou au contraire, si vous refusez, ce sera toujours jamais valable. Et dans les Chrome Apps, vous avez des... parce qu'en fait, je parle des Chrome Apps parce que du coup, dans Chrome, ils ont fait un fonctionnement un petit peu différent. On a en fait audio capture, vidéo capture, donc c'est au moment de l'installation qu'il faut faire attention. Parce que pour le coup, quand on accepte une Chrome App qui va faire ça, bah, elle ne va pas demander l'autorisation. Elle le fera parce que vous l'aurez autorisé, vous aurez autorisé cette installation. Mais bien sûr, ça c'est des paramètres qu'on peut changer après dans Chrome, donc c'est des choses qu'on peut révoquer. Et donc quand on n'est pas derrière du HTTPS, donc là vous avez vu par exemple, moi comme je suis sur un serveur local en HTTPS, à chaque fois que je clique sur Get User Media, je suis obligé d'accepter le partage de mon flux. Voilà, ça c'est pour la petite partie sécurité sur cet aspect. Autre chose qu'il faut savoir aussi, on ne peut pas utiliser Get User Media sur un fichier HTML classique. Je ne peux pas avoir mon fichier HTML avec mon script qui fait mon Get User Media et juste double-cliquer sur index.html, l'ouvrir et s'attendre à avoir la vidéo. Ça ne marchera pas. Il faut que sinon vous aurez le message c'est Get Permission Denied. C'est pareil, c'est une règle de sécurité. Il faut que ça passe derrière un serveur. Voilà. Et donc, au niveau des possibilités, je vous ai donc parlé tout à l'heure de la résolution, du ratio, mais on a aussi des choses comme la source. On peut choisir sa source. Parce que potentiellement, moi je trouve que ma webcam sur mon PC elle est pourrie, je préfère brancher une autre webcam qui est vachement mieux, et j'ai envie de streamer ça. Donc ça fait partie des choses qui sont reconnues maintenant et qui marchent. Pareil, tout à l'heure vous avez vu quand je vous ai montré l'exemple, j'ai pas utilisé ma caméra frontale, j'ai utilisé la caméra dorsale. Parce que justement j'ai pu détecter ma source. En termes de code, du coup il y a non seulement la source de caméra, mais il y a aussi la source de type écran. On va pouvoir caster des écrans, carrément, des onglets. Ça pour le coup, côté écran et onglet, c'est Chrome et Firefox. Sachant qu'aujourd'hui, sur Chrome on trouve du code facilement. Sur Firefox, j'arrive pas à trouver de code. J'ai contacté des gens chez Mozilla et ils ne savaient pas me répondre, donc j'investis pour trouver le code. Mais théoriquement, quand on regarde les sites genre Canaillus compagnie, il y a la petite croix verte côté Firefox. Et donc, quand on a envie de caster un écran, on va faire ça. Là, uniquement Chrome Apps, on ne peut pas le faire dans Chrome natif, ou alors il faut utiliser une extension. C'est pas disponible de base aujourd'hui encore dans n'importe quel site web. On ne va pas faire ça sous Safari. Ou juste dans votre site et l'embarquer et le faire exécuter ce qu'on faut vraiment que ce soit embarqué dans Chrome, dans une Chrome Apps ou dans une Chrome extension. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vais choisir screen, vidéo, desktop, tab, etc. Et puis là après, de la même façon que tout à l'heure, je récupère toujours un stream, donc là ça va être un stream vidéo uniquement. Une petite démo par exemple, ici on va streamer, alors, tac, je vais vous montrer ce que je veux là. Là ici il me dit, tiens, qu'est-ce que tu veux streamer? Et, ah oui, juste, voilà. Ça, c'est ma console. Là, j'ai casté mon écran. J'aurais pu caster tout un écran, des fenêtres, etc. J'ai choisi ce que je voulais caster. Et j'aurais pu caster un onglet. C'est très pratique, ça, justement, pour tout ce qui est... quand on veut faire de la visio, qu'on veut partager les données, etc., qu'on veut partager les écrans, c'est des choses qu'on voit très régulièrement dans la voiture de visio. On peut le faire. Et puis, donc je vous ai parlé des sources. Ça s'accède via Media Stream Track.
non. Et donc vous allez récupérer, quand vous accédez à ça, vous allez récupérer un ensemble d'infos qui va vous donner un ID, un label et un genre. Le genre, c'est quoi? C'est est-ce que c'est du son ou est-ce que c'est de la vidéo? Parce que vous allez avoir plusieurs sources sonores, plusieurs... faut que je coupe une des deux consoles. J'ai oublié de la couper. Plusieurs sources sonores, plusieurs sources audio. Attendez, je coupe juste... Et donc, comme ça, vous allez être capable de lister. C'est comme ça que j'ai pu tout à l'heure, grâce à ça, choisir ma face dos plutôt que ma caméra frontale. Et après, ça s'utilise très simplement. De la même façon qu'on fait les contraintes d'entrée tout à l'heure dans notre GetUserMedia qui était la résolution, etc. Et ben on va pouvoir passer en optional le source ID qui correspond à ce fameux ID qu'on a récupéré. Et de cette manière-là, on est capable, par magie, de récupérer. Donc là, voilà. Là aujourd'hui, sur mon PC, là, si j'ai pas branché. Là j'ai qu'une seule caméra. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai plusieurs canaux de microphones. Je vais avoir sûrement 2 microphones dans cette ligne. Si je change, ça va recharger. Là, je peux récupérer cette configuration-là. Et je pourrais inverser. Ça fait partie des possibilités. Donc, ça c'est la base, ça c'est ce qui nous est fourni. Maintenant, ce qui devient intéressant, en fait, c'est de mixer ça avec d'autres composants qui sont déjà présents aujourd'hui dans le HTML5 en fait, et du JavaScript. Par exemple, on peut enregistrer le son. On peut le garder, donc là j'ai mis le lien qui permet de montre le code. On peut faire des photos en fait. Alors comment ça marche? C'est simple. On va avoir notre vidéo qui va tourner. Et sur cette vidéo, on va pouvoir faire des prises de photos. On va balancer du coup et qu'on va pouvoir traiter, donc ça va être assez sympa. Et surtout, quand ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à le mixer avec des canevas. Parce que, je vous laisse imaginer, on a des streams qui sont différents, qui peuvent alimenter éventuellement différentes vidéos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose d'un peu plus interactif, d'avoir par exemple en fond ma vidéo, de l'autre côté mon écran, et je sais pas, on pourrait imaginer en fond global, c'est l'écran du mec qui est à l'autre bout qui partage son écran, et ici j'aurais envie d'avoir les différentes vidéos de mes participants. Avec une seule balise vidéo, je ne suis pas capable de faire ça. Par contre, avec un canevas, je suis capable. Parce que, justement, je vais prendre des photos de ces différentes vidéos qui sont cachées dans mon HTML. Et je vais être capable de reconstituer cette scène et de refaire du coup une nouvelle vidéo sous forme de canevas. Ça donne vraiment des grosses possibilités. Et après, on peut faire aussi des choses. On peut triturer complètement l'image, on peut jouer aussi avec le son, etc. Ça devient vraiment intéressant quand on veut pousser beaucoup plus loin justement le concept. Pas s'arrêter simplement à je partage juste ma vidéo, on peut faire des choses beaucoup plus loin. Clairement, ouais, vers l'infini et l'au-delà. Et justement, dans cet exemple-là, là, ce que je vais montrer, c'est que la vidéo qui est là, c'est pas une balise vidéo, c'est un champ texte qui analyse. Alors c'est pas moi qui ai fait le code, hein, j'ai mis crédit, celui qui l'a codé. Hein. Mais bon, bref, je trouvais ça hyper intéressant de se dire que voilà, le gars il interprète le flux vidéo, il le transforme en ASCII, et alors ça n'a aucun intérêt. Mais ça montre quand même des possibilités d'analyse du flux qu'on peut en faire et les retransmissions qu'on peut faire. Voilà. Je trouvais que c'était assez rigolo comme délire. Voilà, c'était pour la partie UserMedia. Maintenant, on va passer à la deuxième composante du WebRTC, la RTC Peer Connection. Concrètement, donc, j'ai longuement parlé de GetUserMedia, donc vous avez bien compris, on récupère les flux. Et maintenant, si je veux discuter avec quelqu'un, il faut que je sois capable de l'envoyer ce flux et de le faire traverser un petit peu sur le net. Et là, c'est là que la RTC Peer Connection intervient. Clairement, quand on mixe GetUserMedia et RTC Peer Connection, c'est là qu'on est capable de faire vraiment de la visu.
Et là, alors là, même si ça se voit pas, les gars, quand ils avaient fait ça, à l'origine, quand ils avaient fait cette photo-là, il y en avait un qui était sous, Firefox et à peu près au même moment, ils avaient montré que il y en a un qui était sous Firefox, l'autre qui était sous Chrome. Là, je vois que c'est deux Chrome. Je reconnais la navigation privée, mais et donc, il faut savoir qu'on peut le faire aussi entre navigateurs. Donc, la RTC Peer Connection, clairement, ça permet de faire quoi? Ça permet donc de résoudre les problèmes de multimédia, donc en fait de savoir de quoi on cause, c'est quoi mes codecs, c'est quoi mon encodage, c'est quoi ma résolution, etc. Ça permet d'identifier les adresses des autres. Ça veut dire quoi? C'est ok, moi je suis ici, là avec mon hotspot mis sur Orange, mais ma femme qui elle est à Nantes sur son PC, elle est derrière notre box. Il y a un certain nombre de routeurs, de choses, on n'a pas les mêmes adresses IP, on n'est pas sur le même réseau. Donc il faut être capable de savoir comment adresser, comment router le chemin. Ça, ça va être un des jobs, entre autres, de la RTC Peer Connection. Et aussi, forcément, le truc final, échanger les données quand même. C'est le principe, si on n'échange pas les données, ça va être compliqué. Donc là, à partir de maintenant, il va falloir s'accrocher un petit peu. Je vais rentrer dans la théorie un peu plus concrète. Ça, c'est ce que j'ai fait comme dessin quand j'étais en mission à la SNCF pour mettre en place du WebRTC. C'était comment on initialise une peer connection. Vous voyez, il y a plein de traits dans tous les sens. Là. Je vais essayer de détailler un petit peu comment ça va. Concrètement, il faut retenir quoi? Il y a une notion d'offre et de demande, et il y a une notion de chemin. L'offre et la demande, c'est les configurations. Je vous rappelle, la configuration, c'est le codec, la résolution, etc. Le chemin, c'est ce que je vous ai dit en deuxième, c'est comment je vais faire pour accéder au routeur de chez moi, via mon téléphone. C'est quoi le chemin à passer? Et donc, ces deux choses-là, regroupées, dans la terminologie WebRTC, ça s'appelle le signaling. Comme ça que ça s'appelle. Et donc, faire le signaling, c'est faire un équivalent d'un appairage, voilà, entre les deux autres. Ça passe par ces deux trucs-là qui sont importants. Quel type de média format je supporte? Qu'est-ce que je peux envoyer? Parce que du coup, j'ai défini des contraintes. Et quelle infra je vais devoir passer pour pouvoir passer mes données. Première partie, gestion de l'offre. On a Alice et Eve qui veulent faire une vidéo. Alors, Alice, elle va appeler la méthode createOffer. Donc, elle va offrir quelque chose. Donc, elle va demander à la RTC Peer Connection, je veux créer une offre. Donc là, ça va renvoyer un objet va sérialiser toutes les données qui correspondent à sa configuration. Elle va les citer dans son local description de la RTC Peer Connection. Ça, c'est des méthodes de l'objet RTC Peer Connection. Comme ça, maintenant, la RTC Peer Connection sait quelle est la config d'Alice. Elle sérialise l'offre et elle l'envoie à Eve. Eve la reçoit et la met dans Remote Description. Comme ça, Eve, elle sait quelle est la configuration d'Alice. Eve fait une réponse qui va de la même façon donner la configuration de Eve, la met dans son local description à elle. Donc comme ça, Eve sait maintenant quelle est sa description et quelle est la description de Alice. Et elle envoie tout ça à Alice. Alice récupère l'information et est maintenant capable de savoir comment on va causer en termes de codec, de médias, etc. Là, les deux savent maintenant communiquer sur cette partie-là. Et c'est pas fini. Alors, ça c'était la partie off. Maintenant, il y a la partie routage. Donc, ils ont mis en place ce qui s'appelle les ICE, Internet Connectivity Establishment, qui vont définir donc en fait des façons derrière quel routeur on est, qu'est-ce qu'on peut passer comme type de données, quand je veux passer des données vidéo, audio, vers où il faut que je passe, etc. Et donc c'est sensiblement la même procédure que pour les offres. En gros, on demande à la RTC Peer Connection, vas-y, donne-moi ma configuration, que je puisse les envoyer, que je puisse les envoyer à Alice et inversement. Et une fois que tout ça c'est fait, là, à ce moment-là, les deux savent à la fois quoi utiliser comme codec et à la fois quel chemin emprunter pour communiquer. Donc là, ça y est, ils peuvent vraiment créer ce tunnel et communiquer. Ça fait un petit peu... ça me faisait penser à ça. Mais comment on fait le signaling? Aujourd'hui, la méthode recommandée, c'est clairement les WebSockets. Mais on n'est pas obligé. Pourquoi les WebSockets?
parce que déjà c'est bidirectionnel, c'est instantané, c'est rapide. Et puis en règle générale, un navigateur qui supporte bien les WebSockets va supporter potentiellement aussi, on a de fortes chances qu'il puisse supporter le WebRTC. Baser son signaling sur des appels HTTP classiques, bon, c'est faisable, hein, mais ça, à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué. Sachant qu'après, l'idée, c'est juste de la sérialisation JSON d'objets qui vont être interprétés simplement par notre, notre RTC Peer Connection. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer côté transport de données? Au mieux, on est en général en UDP. Si on n'arrive pas à trouver les canaux de communication, on va passer en TCP. Et au pire, on passe sur des serveurs de relais. Alors, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit le fameux nuage, etc. sur la Peer Connection. Voici la réalité du WebRTC. On n'y est pas non plus tout à fait. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que vous voyez le signaling est fait quelque part, donc via un serveur. En fait, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que dans le WebRTC, on a besoin d'un serveur au moment du signaling, mais une fois qu'on a fait le signaling, on n'a plus besoin du serveur, on peut passer par d'autres infras, etc. On peut passer soit par des infras publics, soit par des choses que nous on a mis en place au sein de notre entreprise. Et c'est là qu'interviennent justement les stun et turn. Le stun, c'est ce qui va vous donner en fait votre configuration réseau. Le turn, c'est celui qui va s'occuper de relayer les données. En gros, hein. Voilà. Et il faut savoir que les stun et turn, il en existe des publics que vous pouvez utiliser, ou il existe même des projets open source que vous pouvez du coup internaliser pour les mettre directement dans votre entreprise et que tout ça, ce soit dans votre SI, etc. Que ce soit vraiment propre au SI. Globalement, si là il y avait les deux PC qui étaient ici, il y aurait le signaling qui se ferait entre les deux, et après la communication elle serait même directe, on ne passerait pas par ça. Le relais de médias il passerait même pas par là. Parce qu'on est sur la même boucle réseau. Enfin, c'est ce qui se passe là par exemple entre mon téléphone et mon ordinateur. Voilà. Je sais pas si vous en êtes là. Je vous rassure, c'est bientôt fini. Je vais attaquer la dernière partie, du coup, qui concerne le RTC Data. C'est pas le même tout à fait Chanel, mais bon. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de visio. Et puis, si vous vous rappelez bien, au tout début de la présentation, j'ai dit qu'il y a des autres types de données qui peuvent et bien c'est ça, du coup, et je disais tout à l'heure, c'est le RTC Data Channel. Donc c'est vrai qu'il faut y penser, le WebRTC, c'est pas que la visio, c'est aussi cette API-là. Concrètement, on peut passer des données binaires textuelles, on peut faire passer des fichiers, on peut faire passer vraiment du texte si on veut, si on veut faire un chat, du coup, on pourrait rajouter un chat simplement basé dessus. L'avantage, c'est que voilà, on décharge complètement notre serveur de tout ça, tout se passe directement entre les ordinateurs. Oh, rien. Au moins, hein. Heureusement que ça reprend au bon endroit à chaque fois. Et le gros avantage, c'est que c'est basé sur les API des WebSockets. Ça ressemble vraiment très fortement à l'API des WebSockets. Voilà. La première partie n'est pas très intéressante parce que c'est la création de la Peer Connection, ça on s'en fout. Mais par contre, ce qui devient intéressant, c'est ce qu'il y a par là. Je vais enregistrer donc un channel, donc je vais m'enregistrer auprès de ma Peer Connection pour dire ok, je vais écouter les RTC Data Channel. Et on retrouve onMessage, qui ressemble donc à l'API du WebSocket, avec event.data. Et là, je vais récupérer les données qui arrivaient justement, qui ont été transportées. De la même façon, donc je vais créer un canal de communication. Et je vais envoyer les données via la méthode send. C'est très très simple à utiliser. Ça permet donc de rajouter des fonctionnalités en plus. Sachant que là vous avez vu, il y a marqué reliable false, on peut configurer un certain nombre de choses sur le data channel, du genre je veux que mes messages ils arrivent tous, je veux qu'ils soient ordonnés, je veux un timeout d'essai, etc. Tout ça, donc là c'est configurable. Plus ou moins bien implémenté du coup, en fonction de l'option qu'on veut mettre. Donc à faire attention. Et
Donc l'exemple, c'était ce qu'avait fait Google. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ce projet, c'était un Chrome Experiment où du coup on pouvait jouer à Pong. Et bah, c'était basé sur le WebRTC. Et donc la partie visio, donc là le Bob, ok, mais tout à l'heure dans les premiers slides on voyait quelqu'un vraiment. Et justement, l'échange, le jeu se faisait sur le RTC Data Channel. Toutes les infos qui passaient, tiens j'ai bougé mon curseur à tel endroit, ça passait sur le canal Data Channel. Je vais pas me risquer à vous faire cette démo là, vu la stabilité de mon groupe. Mais concrètement, je bougeais mon téléphone, ça bougeait. Voilà. Je vous le jure, je l'ai fait tout à l'heure, mais voilà. Croyez-moi, vous pourrez toujours aller regarder sur GitHub, il y a tout mon code. Un essai oh là là. Bon, allez. Bon, de toute façon, on n'est plus à un plantage près. Hein. Allez. Alors. C'est moi ou il manque un slash Ah non, mais par contre, il y a un E qui manque, c'est bien ça. Voilà. Alors, donc là, ça me réouvre son truc. Je vais juste vérifier que la connexion est OK. Ça a l'air de passer. On retourne. Dans la connexion. Voilà. Ça suit l'orientation et ça la retranscrit à l'écran. Je vais couper. On a suffisamment rebooté. Ah. Et là, je vais couper. Ici. Ah. On va continuer la présentation. Donc voilà, c'était la partie Data Channel. Côté sécurité, globalement, tout à l'heure j'en ai parlé donc de l'aspect sécurisé sur le user media. Il faut savoir que la sécurité elle a été pensée depuis le début et qu'elle est présente sous plusieurs formes en fait autour du WebRTC. Globalement les données médias sont cryptées. Alors l'encodage, l'encryptage c'est SRTP. Et puis je sais plus quel autre truc, ça sera marqué sur le slide après. Globalement une sécurisation graphique. Vous avez vu tout à l'heure, à chaque fois on demande l'autorisation. Clairement on ne donnera pas l'autorisation si on ne l'a pas accepté. Or, le cas des HTTPS, mais bon, globalement, si on a un site en HTTPS, c'est carte de confiance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout cet environnement-là est sandboxé. Google, Mozilla, etc. Ils garantissent que ce que vous faites dans le WebRTC, ça ne va pas altérer, il n'y aura pas d'interaction sur le reste de votre navigateur et les possibilités d'interaction. Ça va. Je dirais pas que ça va pas cracher, je dirais que ça va pas donner des accès voilà, aux autres données qui transitent. Quoi. Donc, concrètement, l'architecture recommandée quand on veut faire des choses publiques, etc., autour du WebRTC, c'est ça. C'est faire du signaling sur du HTTPS et WSS, éventuellement, et donc d'utiliser après le cryptage des données multimédia et data. Autre chose qu'il faut savoir aussi,
c'est que pourquoi il faut utiliser ici le HTTPS, c'est que même si on encrypte les données qui sont cryptées donc là en bas, ça n'empêche pas potentiellement d'être sous une attaque de proxy. Un mec qui se met avec un proxy, qui fait semblant et qui récupère du coup vos flux, il va récupérer les médias, etc. Donc il pourrait potentiellement se mettre entre vous et l'autre. Donc c'est pour ça que c'est quand même recommandé d'utiliser vraiment cette partie sécurisée pour le signaler. Côté dev, pour nous, qu'est-ce qu'on a quand on veut faire ça? Là, on a l'API du W3C déjà. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas la plus simple du monde. Hein. Cette semaine, je me suis couché très tard pour une histoire d'ordre dans les appels, justement pour cette fameuse démo du téléphone. Voilà. Donc l'ordre est important dans les appels, et c'est pas forcément documenté. Mais il y a des choses intéressantes, ça existe aussi sous Firefox, là j'ai mis forcément Chrome. Chrome WebRTC Internals, donc c'est une sorte de Wireshark un petit peu du WebRTC, qui va vous donner les pics de consommation, le nombre d'hôtes de connectés, les canaux utilisés, etc. Faut avoir envie de mettre le nez dedans. C'est pas très lisible. Mais bon, ça donne quand même énormément d'informations sur la consommation, etc. Ça peut être très utile quand on veut vraiment pousser très loin ces développements. Sachez que ça existe. Et autre chose par contre qui est très importante à utiliser, c'est adapteur.js. Donc tout à l'heure je vous l'ai dit, Firefox, Chrome, ça marche ensemble grâce à adapteur.js justement. On va coder notre appli avec une seule et même méthode d'appel. En fait, globalement, c'est une sorte de modernizer spécialisé dans le WebRTC. C'est ça qu'on pourrait dire. Et donc, qui gère, donc les équipes de Mozilla et de Chrome mettent à jour régulièrement l'adapteur.js en fonction des évolutions de la norme WebRTC. Après, si vous n'avez pas envie de faire le truc à la mano, vous pouvez utiliser des librairies qui existent. J'en ai mis quelques-unes, Simple WebRTC, EasyRTC, ShareFest et PeerJS. Les deux premières sont orientées chat, enfin visio chat. Les deux dernières se concentrent essentiellement sur l'utilisation du canal Data Channel. On crée une RTC Peer Connection sans partager de données visuelles ou audio. Par contre, ce qui nous intéresse dans la Peer Connection, c'est le côté data. Et donc ça, c'est les deux dernières librairies s'axent vraiment là-dessus. Par exemple, si on veut regarder un bout de code sur Simple WebRTC, quand on veut mettre en place une visio, on va, forcément être dépendant de la librairie, c'est plutôt logique, définir une locale vidéo qui va recevoir une balise vidéo, remote vidéo avec un S, c'est pas anodin, et dans votre JavaScript, vous allez avoir local vidéo élément, remove vidéo élément, auto request media, bah ça c'est ce que dès que je démarre, ça va me demander de cliquer. Et ready to call join room, hop, c'est bon, vous avez votre vision. C'est vraiment très simple. C'est très simple à utiliser. Par contre, le seul inconvénient que je trouve à cette librairie, c'est que du coup, ça manque un petit peu de liberté, notamment dans ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'utilisation d'un canvas. Quand on veut commencer à mixer un petit peu le flux, etc. Ce genre de librairie est tellement simplifié que du coup ça ne vous permet pas de faire ce genre de customisation. Et PeerJS c'est pareil, on va donner un ID qui sera le nôtre, on va donner un ID de l'autre connexion et on va pouvoir donc échanger nos données. Send I, donc on va pouvoir aussi passer du canal. J'ai dépassé le temps, je vais faire vite. Donc ça c'est des slides qui servent à rien. Voilà. Conclusion. Technologie prometteuse, riche en possibilités. N'oubliez pas, le WebRTC, ce n'est pas que la visio, il y a aussi le data channel. Et juste rapidement, j'ai mis un tableau des compatibilités. Sachez qu'il y a un lien en bas, Is WebRTC Ready, qui est une sorte de canal use pareil spécifique sur le WebRTC. Les liens, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Donc l'application de démo maintenue par la team WebRTC. Il faut savoir que donc, Chrome et Firefox implémentent tous les deux ça. Et ils maintiennent en même temps cette application en fonction des différentes évolutions du standard pour vous garantir d'être toujours à la dernière version et que cette appli-là, c'est une appli de référence qu'on peut toujours utiliser pour voir quand il y a eu des évolutions.
présentation du WebRTC au vidéo qui est des fois un petit peu plus poilu sur l'entrée dans la partie justement tout ce qui est autour des ICE, des descriptions author. Il montre carrément ce qu'il y a dedans. Si vous avez envie, vous allez regarder cette vidéo, vous verrez, c'est rigolo. Tout un ensemble de ressources qui peuvent être intéressantes, qui sont partagées. Getting Started, donc ça c'est les HTML5 Rocks, c'est des articles, ils en ont mis plusieurs. Donc il y en a 15 en tout, qui sont très intéressants à lire, pour bien prendre possession de tout ce sujet. Et j'ai terminé. J'ai dépassé d'1 minute.